Je vais évidemment vous parler de Place d'Armes. Je vais surtout vous parler d'un commandant de parachutistes qui, en fin de compte, mieux que moi, a tout dit sur la lettre, d'abord, dite des généraux, qui est en fin de compte la lettre des gouvernants que j'ai écrite, et sur la situation de la France. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Et plutôt que d'essayer de mettre en avant Place d'Armes et de me mettre en avant, je préfère que ce commandant le fasse. Alors, pour vous donner une première idée, ce commandant, il a été interrogé par un site américain qui, voyant le problème de l'armée, après la lettre, s'est dit « mais qu'est-ce qu'il en est exactement ?» Alors, je ne connais pas le nom de ce commandant, j'aimerais bien le connaître, j'essaye de le connaître, mais je ne suis pas arrivé à le connaître. Mais vous allez voir ce qu'il dit, c'est assez extraordinaire. Évidemment, j'ai résumé parce que c'est un très long entretien, mais écoutez bien, parce que vous allez entendre des choses que vous n'avez pas entendues depuis longtemps. Voilà d'abord la première question qui lui est posée. Mon commandant, merci de nous recevoir. Pour commencer, pouvez-vous nous dire pourquoi vous pensez que les généraux ont ressenti le besoin d'écrire cette lettre et pourquoi maintenant en particulier? Alors, encore une fois, les généraux, il y en a eu 61, hein, c'est vrai, mais bon, c'est normal, on résume tout ça. Je crois qu'à certains égards, l'armée a porté le poids du silence pendant trop longtemps. Nous sommes liés par un devoir de réserve, de neutralité. Nous ne sommes pas autorisés à exprimer notre opinion sur la situation. Mais cela ne signifie pas que nous n'avons pas d'opinion. Alors, je n'aurais pas pu dire mieux. Hein, voilà un homme qui est d'active, parachutiste, et qui se permet de dire quelque chose qui est d'une parfaite logique. C'est pas parce qu'on est de la grande muette qu'on ne peut pas ouvrir sa gueule à partir du moment où on est en popote, on est au mess ou on est en bivouac. Je dirais même qu'au contraire, un militaire français, et encore plus un officier, a une vision infiniment plus claire et plus réaliste de la situation du pays que beaucoup de civils. Entendre ça de la part d'un militaire, je vais vous dire, moi je bois du petit lait, mais c'est quand même très rare. Hein. Autre question qui lui est posée, le contenu de cette lettre, donc la lettre dite des généraux, vous semble-t-il trop alarmiste, extrémiste, exagéré? Que pensez-vous de la substance de leurs propos? Réponse. En un mot, prophétique. Cette lettre est froide et prophétique, et c'est pourquoi elle est dérangeante. C'est mon analyse personnelle, mais je crois que la partie de la lettre où nos anciens, parlent de la guerre qui vient et des milliers de victimes qui vont s'accumuler est la plus frappante et la plus inquiétante. Cette lettre nous invite à faire un saut dans le futur, à former cette vision. Imaginez la rue de votre village ou de votre ville avec des voitures calcinées et renversées, une odeur de cadavre, un voisin accroché au lampadaire ou mort sur le trottoir, le visage écrasé. Vous voyez que on peut pas dire que lui ménage ses mots. Hein. Ce type-là, évidemment, n'a pas donné son nom, mais il a quand même écrit ceci dans un média américain. Cette lettre n'est pas seulement une lettre, c'est une image mentale de notre futur proche. Une image de notre patrie détruite par la guerre. Et personne ne veut avoir cette vision. Alors certaines personnes jurent de détruire ceux qui, en écrivant cette lettre, ont apporté cette vision dans leur vie. Cette lettre est-elle extrême? Je ne le pense pas. Au contraire, je pense qu'elle est très tiède. Ça fait plaisir. Avec tout le respect que je dois à nos anciens. Il me semble que l'âge les a rendus doux et sages. Peut-être trop. La situation est, je crois, infiniment plus grave que ne le laissent entendre nos aînés. Alors, je voudrais dire à ce brave homme, ce brave commandant, que
dans une lettre comme ça, avec surveillé de tous les côtés par le politiquement correct, c'était très très difficile d'aller plus loin. Lui, il parle avec un média américain, il ne donne pas son nom, c'est peut-être un peu plus facile. Mais en tous les cas, il a totalement raison dans ce qu'il dit. Je continue. Il y a forcément des débats sur le fond. Certains sont plus radicaux, d'autres moins. D'autres trouvent qu'il était maladroit d'écrire une lettre publique. Mais dans l'ensemble, tous les militaires, partagent le constat d'une France qui s'effondre. Il n'y a pas de sondage. Vous devriez donc me croire sur parole. Mais pour vous donner un exemple, nous avons beaucoup discuté de cette lettre avec certains de mes anciens camarades de promo à l'EMIA, c'est l'école militaire interarmes, qui forme les officiers venant de sous-officiers généralement, et la totalité de mes camarades sont d'accord avec cette lettre. Pas 51 ou 60, 100%. Même chose à CIR, c'est-à-dire l'ESM, Saint-Cyr. Il en est de même pour la dernière promotion de Saint-Mexan, c'est-à-dire l'école des sous-officiers. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que presque tous les jeunes cadres de notre armée, les futurs sergents, lieutenants, colonels et généraux, sont conscients que la France est certes en train de s'effondrer. Mais surtout, ils sont conscients qu'elle va vers la guerre. C'est un sujet dont nous parlons très librement, entre nous, dont nous parlons très souvent. Alors pour ceux qui me demandent souvent, mais l'armée, qu'est-ce qu'elle va faire et tout ça, écoutez tout ça parce que vous allez apprendre, en fin de compte, quelque chose qui est la réalité, qui était la réalité il y a un an et demi, et donc évidemment qui est la réalité encore aujourd'hui. Je passe parce que, évidemment, tout n'est pas toujours intéressant, mais nous allons aller vers de plus en plus d'intérêt. Selon vous, les généraux de l'armée n'ont aucun rôle à jouer? Je nous le demande. Il est très probable qu'un jour, pour une raison ou une autre, la population française se mettra à bouger sur des bases plus ou moins claires. Et il est très probable qu'à ce moment-là, une fois la fenêtre d'opportunité ouverte, l'armée en profitera et pèsera de tout son poids d'un côté ou de l'autre. L'armée aura un rôle à jouer, peut-être même un rôle décisif. Mais, écoutez bien, vous ne devez rien attendre de l'armée, vous ne devez rien attendre de ses généraux pour le moment. C'est malheureux, mais je crois que ça montre la lucidité de ce commandant et ça montre qu'il n'a pas de langue de bois. Il dit véritablement ce qu'il en est, et c'est vrai, je ne peux que reprendre ce qu'il a dit. N'attendez pas aujourd'hui de l'armée quoi que ce soit. J'ai eu des tas de gens, quand je suis passé chez Rufol ou dans des réunions, qui m'ont dit « Mais qu'est-ce qu'attend l'armée ?» Ben, l'armée, ce qu'elle attend, elle attend que ça aille plus mal. Elle attend que ça aille très mal. Elle attend que ça soit explosif. C'est comme ça. Et vous ne pourrez rien. Vous pouvez toujours me demander, mais moi, je ne dirige pas l'armée, loin de là. Hein, je suis même plutôt persona non grata, donc je vous dis ce qui est la réalité. Dans leur lettre, les généraux évoquent à demi-mot le problème de l'immigration, de l'anarchie et de l'antiracisme agressif d'une partie de la gauche. Que pensez-vous de cette analyse? Leur analyse est à la fois très juste et très fausse, car elle est partielle. Vous voyez, je ne me ménage pas. Elle est correcte dans le sens où les problèmes cités, islam, immigration, antiracisme, représentent une menace. Mais elle est fausse dans le sens où les généraux n'ont pas identifié ce qui est menacé en fin de compte. Ce qui est menacé, ce n'est pas les valeurs de la République, ni nos lois, ni nos systèmes parlementaires, ni notre vivre ensemble. Ce qui est menacé, c'est la France. C'est le droit des Français à disposer d'un territoire pour y vivre. Alors, encore une fois, évident que je suis souscrit à 100% à ce qu'il a dit. Mais vous êtes attaqué immédiatement. Moi, quand je suis passé, je crois que c'était à LCI, il y avait une femme là, qui appartient à la gauche, je ne sais plus comment elle s'appelle, bon, et qui a commencé à me dire « Vous n'avez pas mis le mot « République » dans votre lettre. » Ouais, c'est la seule chose qui l'intéressait, c'est qu'on mette le mot « République ». Moi, je suis désolé, c'est la France qui m'intéresse. La République, c'est la République, mais la République, c'est un système... C'est un système qui dure depuis 200 ans. Le système avant a tenu 1200. Alors, on voit tout de suite. Hein, bon. Je continue.
les menaces dont parlent les généraux sont l'expression très complète d'une évolution absolument inédite dans l'histoire de notre pays. Une nation forte et dominatrice, de moins en moins dominatrice, mais enfin, invaincue et invincible, se lasse de sa superpuissance et décide de s'inventer des problèmes pour s'occuper. Ainsi, elle se retrouve rapidement affaiblie et culpabilisée au point de se suicider démographiquement. La France n'est pas attaquée, elle ne meurt pas tuée par un ennemi plus fort, elle se suicide. Voilà. Encore une fois, un commandant parachutiste. Que pensez-vous de la théorie du grand remplacement? Ça va vous intéresser. Celui qui dit « le grand remplacement n'existe pas » dit en fait « je sais qu'il existe, je veux qu'il se prolonge. Donc pour cela, il faut que je nie qu'il existe pour ne pas choquer et réveiller la population. » Vous voyez que là aussi, on a une manière, une vision très lucide et très dure de la chose. N'oubliez pas quand même qu'un militaire, c'est une personne qui, une fois qu'elle a fini son service, sort, est au milieu des civils et voit ce qui se passe dans le pays. Et elle a même cette vision encore supplémentaire, c'est-à-dire que quand elle est dans l'armée, elle est dans un cocon. Elle ne voit pas ça. Mais une fois qu'elle est dehors, elle voit la chose. Et elle voit les changements qu'il peut y avoir. Et elle voit le fondamental de ces changements. Pensez-vous que les Français comprennent la gravité de la situation de leur pays? Pouvez-vous donner votre vision de la France dans 5 ans, 10 ans, 20 ans? Pensez-vous que les choses vont empirer ou êtes-vous optimiste? C'est les Américains qui parlent, hein? Vous avez compris, quoi. Pour l'instant, la situation en France se maintient de manière assez artificielle. Tout semble très solide. Le système républicain est encore en train de mettre les formes, mais c'est une république Potemkine. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. La république Potemkine, c'était du temps de Catherine II. Potemkine, c'était son ministre, et il faisait semblant de construire des isbas et tout ça pour que quand elle passe, elle fasse coucou à des gens qui n'existaient pas véritablement. Avec des institutions en plâtre, comme un vieux décor de western. C'est un château de cartes. Il suffira d'un rien, et ce rien se produira pour achever définitivement le basculement vers une France post-française. Une France où les Français de souche seront une majorité minoritaire, puis une majorité à abattre, puis une minorité à combattre, puis une minorité à abattre, puis une minorité abattue, puis une minorité disparue. Pas très optimiste, hein? Suis-je donc optimiste? Sur le long terme, oui. À court et moyen terme, non. Les militaires disent « la sueur épargne le sang ». C'est-à-dire qu'il faut affronter toutes les situations à l'avance, à l'entraînement, pour pouvoir avancer ensuite sans perte dans l'avenir. La sueur épargne le sang. Les Français refusent depuis plusieurs années d'affronter réellement et définitivement le problème. Ils auront donc le sang. Donc, à votre avis, les généraux ont raison de souligner que la situation actuelle va empirer jusqu'à peut-être conduire à une guerre. La guerre dont nous parlons peut prendre des millions de formes différentes. Elle peut durer 4 jours, 4 semaines, 4 décennies ou 4 siècles. Mais elle aura lieu, c'est certain. Et c'est logique. Nous pouvons être émus par cela, mais nous n'avons pas le droit de feindre la surprise. Je dis, écoutez bien, parce que j'ai entendu tout à l'heure certains parler de politique. Écoutez ce qu'il dit sur les politiques. Je dis, quand la politique échouera à résoudre le problème, au futur, car croyez-moi, la politique échouera. Regardez la Yougoslavie, le Liban, l'Afrique du Sud, la Palestine. La phase politique échouera nécessairement à pacifier la situation. Car à la fin de la phase politique, quel que soit l'accord conclu, il y aura inévitablement un camp qui se sentira lésé, soit les minorités majoritaires,
déçue de ne pas avoir obtenu plus de pouvoir, soit la majorité minoritaire, furieuse d'avoir été dépossédée. Si un camp gagne, l'autre perd, et vice-versa. La guerre s'imposera donc naturellement, comme la seule possibilité pour le perdant d'obtenir ce qu'il veut, car la guerre n'est que le prolongement de la politique par d'autres moyens. Clausewitz l'a dit mieux que moi. Autre question. Les généraux appellent à l'action pour éviter cette guerre. Combien de temps pensez-vous que nous ayons avant qu'il ne soit trop tard pour agir? Quelle est la fenêtre d'opportunité pour agir? La question n'est plus comment agir pour éviter l'éclatement du pays, la division, la partition, la guerre civile. La seule question qui se pose est quand cette rupture arrivera-t-elle et comment en triompherons-nous? Je dois préciser que c'est là mon plus grand désaccord avec les généraux. Je pense qu'il faut éviter la guerre civile. Ils pensent qu'il faut éviter la guerre civile. Ce n'est pas mon cas. Pas plus que celui de la grande majorité de mes camarades militaires. Alors moi, vous me voyez en train de... Je mets mon nom et je dis il faut la guerre civile, j'aurai quelques problèmes. Donc j'ai été mollo. Mais il est évident que malheureusement, je suis d'accord avec lui sur un point, c'est que plus la situation se tend, et moins on pourra éviter la guerre civile. Et vous le voyez tous les jours. Les généraux qui ont écrit cette lettre sont utopistes et pensent que les débats au Palais Bourbon peuvent nous sortir de l'impasse comme par magie. Ce n'est pas vrai. Et je sais qu'ils le savent, ou qu'ils le comprendront bientôt. Nous le comprenons. Sinon, à Place d'Armes, nous ferions de la politique politicienne. Nous serions électoralistes. Nous irions pour avoir 0,02% des voix comme les autres, enfin comme certains des autres. Mais le problème, c'est qu'il y a assez de partis politiques qui nous représentent. Il y en a assez. Il y en a toute une tripotée qui sont là. Le problème, c'est que ces gens-là changent. Pourquoi? C'est très simple. Quand vous êtes un parti politique et que vous commencez à gagner des sondages et des voix, ben vous mettez de l'eau dans votre vin parce que ce que vous voulez, c'est avoir les autres, ceux que vous n'avez pas eus. Et puis plus vous montez et plus vous mettez de l'eau dans votre vin. Et un jour, c'est plus du vin que vous avez, c'est pratiquement que de l'eau. Et ça, c'est comme ça. Et je suis désolé pour ceux qui croient, mais je vais être un peu méchant là, mais je ne le suis pas. Hein. Mais je veux dire, ça peut être demain Zemmour ou Tartemuche. Le jour où il montera dans les sondages, vous aurez la même chose, parce que ces gens-là n'ont qu'une obsession, ce qui est normal. Moi, je ne les condamne pas. C'est normal. C'est, à un moment donné, d'avoir le maximum de voix. Et pour avoir le maximum de voix, eh bien, il faut toujours aller être le moins musclé et petit à petit aller vers la douceur. Donc, on n'est plus dans la réalité. L'avantage du militaire, c'est que lui, il n'a pas ça. Le militaire, il décrit une situation. Il n'a pas à dire « Ah ben l'ennemi va attaquer, mais alors je ne peux pas le dire comme ça que l'ennemi va attaquer. Alors je vais dire que l'ennemi va peut-être... » Non, vous avez des vies en face. Donc le militaire, il doit dire ce qu'il en est. Appeler un chat. Et ça, c'est une chose bien différente. Moi, je n'ai pas à expliquer à des gens pourquoi il faut voter sur un tel ou un tel. J'ai à lui dire « Voilà la situation que je vois ». C'est ce que dit ce commandant. C'est pour ça que je reprends ces paroles, parce qu'elles me paraissent très vraies. Vous êtes donc convaincu qu'il y aura un conflit violent en France. Dans ce genre de guerre, contrôler son territoire est nécessaire. Mais la victoire s'obtient d'une autre manière, en mobilisant sa population et l'opinion internationale. Et c'est vrai, on n'a pas parlé de l'opinion internationale. Mais elle est très importante. Regardez l'ONU qui se mêle de tout. Et demain, on aura l'ONU. Si demain, nous sommes dans une situation favorable, je peux vous assurer qu'on aura l'ONU. Je suis en train de travailler sur un livre sur ma vision de la guerre civile, mais une vision très pragmatique, militaire. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Bon, voilà. J'ai phase 5, j'ai 5 phases. Bien, je ne vais pas vous en parler ce soir parce que ce n'est pas l'objet, mais je pense que la réalité que nous avons, et c'est pour ça que je vous dis l'intérêt de Place d'Armes,
c'est que nous ne pouvons pas vous mentir parce que nous n'avons pas d'option électorale. Notre seule option, c'est de dire, voilà, on croit, alors on peut se tromper, hein, par contre on peut se tromper, mais on croit à ça, à ça, à ça, voilà, c'est tout. Le reste ne compte pas. Ce qui compte, c'est une réalité qu'on peut voir différemment. Il y en a qui la voient moitié bleue, il y en a qui la voient moitié rouge, il y en a qui la voient rouge constamment. Moi, je la vois plutôt très rouge, hein, très noire même, je dirais. Mais elle existe. Elle est pas. C'est pour ça qu'elle est rouge et noire, sans allusion rugbystique. Et donc c'est ça qui est intéressant. Le grand défi sera celui-ci. Et ce n'est pas un défi militaire. Le défi militaire sera gagné en quelques jours. Si l'armée avait les mains libres, le pays entier serait libéré en 10 jours. Si l'armée avait les mains libres, le pays entier et ses institutions seraient purgés en 1 mois. Littéralement, il faut une compagnie d'infanterie pour tenir une cité sensible. Il faut 15 marins pour manœuvrer un porte-container. Il faut seulement 3 juges pour juger 1 millier de traîtres. Alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est le mot traître. Parce que, je vais vous dire, c'est le mot que je veux, moi, employer maintenant. C'est fini de dire ce sont des islamo-gauchistes. Non, ce sont des traîtres. C'est tout. Voilà. Bravo. Et je vais vous dire, je vous remercie. C'est un mot sec. C'est un mot court. C'est un mot qui fait froid dans le dos. Et c'est celui-là qui ne leur plaira pas. Si demain je suis à la télé et que je dis vous êtes des traîtres, ça sera beaucoup plus fort que si je dis vous êtes des islamo-gauchistes ou vous êtes les complices des gauchistes. Vous rentrez dans un pataquès qu'ils connaissent par cœur et qui ne les touche pas. Ils nous traitent de fascistes, ce sont des traîtres. Voilà, terminé. La question qui va se poser est en effet la suivante. Jusqu'où la population française est-elle prête à aller pour garantir sa survie et l'avenir de ses enfants? Jusqu'où? Ça, c'est une phrase que vous pourriez reproduire à vos amis, à vos connaissances, à votre famille. Jusqu'où vous êtes prêts à aller? Si vous ne faites pas d'efforts, nous irons à la catastrophe. Que je sache, Jeanne d'Arc avait Dieu avec elle. Et pourtant, elle a utilisé les armes. Elle n'a pas utilisé Dieu pour arriver à libérer le royaume. Et ça, c'est important. Nous combattrons et Dieu donnera la victoire. Oui, je sais, merci. Mais elle a utilisé les armes, encore une fois. Alors, il fait une analyse. Il fait une analyse de la guerre civile que je ne vais pas vous décrire, d'abord parce que je n'ai pas la même, et deuxièmement parce qu'elle est trop longue et elle me paraît complexe. Mais ça montre bien son intérêt pour la guerre civile parce qu'il croit à cette notion. Alors moi, je ne vais pas utiliser le mot guerre civile parce que, et Oberton vous en a parlé tout à l'heure, c'est vrai. Moi, je vais vous dire, il y a un mot que je voudrais qu'on utilise. C'est la guerre de France. Ça sera la guerre de France. C'est-à-dire cette guerre qui va faire que la France sera encore la France ou la France ne sera plus la France. La guerre de France. Les mots sont importants quand je vous parlais de traite. Les mots sont très importants. Vous voyez la preuve, c'est ceux qui nous balancent dans la gueule. Donc vous voyez, il faut que nous, on puisse aussi leur balancer dans la gueule. Si le conflit dont vous parlez éclate, l'armée sera-t-elle la seule à se battre? Imaginez-vous que des civils puissent se joindre au combat, des bandes errantes, des volontaires civils, des survivalistes isolés. Le nombre total de combattants réels, professionnels, sera probablement bien inférieur à 100 000. Ça aussi, on nous dit l'armée n'est plus puissante. C'est vrai que l'armée aujourd'hui, vous savez, l'armée de terre, on peut la mettre dans le Stade de France, 80 000. Bon. Mais il n'y a pas besoin d'énormément de monde, parce que l'impact sera considérable. Je parlais, je crois que c'est ce matin, que j'étais pour l'intervention de l'armée dans les banlieues, à certaines conditions. C'est-à-dire qu'elle fasse le bouclage, qu'elle ne soit pas là pour aller fouiller dans les immeubles. C'est pas son rôle, elle ne sait pas ça. Mais imaginez demain, dans une banlieue quelconque, l'intervention de l'armée avec des bouclages, ça veut dire avec des véhicules blindés. Mais vous voyez l'effet que ça aurait?
vous voyez un peu ce que ça donnerait vis-à-vis de ces gens-là. Ces gens-là qui d'ailleurs, et je l'ai vu, ça aussi je le disais ce matin, je l'ai vu, et ça vous montre que ce sont des analphabètes des armes. Parce que ce matin, j'ai vu la vidéo où il y a le type qui en tue 2 autres. Là, vous savez, il descend de voiture et il tire. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais quand il tire, il est comme ça. Mais attendez, moi je sais tirer, hein, on m'a appris à tirer. Et à tirer, c'est à l'épaule, comme ça, et en visant. Là, je peux vous dire que là, j'ai besoin de 2 à 3 balles, et je suis sûr de les allumer et de les atteindre. Mais lui, il tire je ne sais pas combien de rafales, parce que... et en plus, ça leur coûte pas cher. Mais surtout, ils n'y connaissent rien. On ne leur a pas appris ça. Alors peut-être que petit à petit, les islamistes leur apprendront, j'en sais rien. Mais en tous les cas, il y en a beaucoup qui ne savent pas. Mais ils ont les armes. Et ils ont les munitions, en effet. Hein. Ces groupes seront probablement soutenus directement par l'armée. Vous voyez, ils parlent des civils. Hein. Ou organisés par d'anciens policiers et soldats. Peut-être sur le modèle des SAS en Algérie française, pour ceux qui connaissaient, hein, ce que c'était que les SAS, on en parlera peut-être tout à l'heure. C'est-à-dire, par exemple, un soldat professionnel encadrant 7 à 10 auxiliaires civils sur un territoire donné. Les civils auront alors la possibilité d'aider l'armée régulière, au moins à tenir le territoire. Un mot pour conclure. Alors, je vous conseille de bien écouter. Et là aussi, si vous pouvez reproduire ça, ça me paraît intéressant. Un conseil. Il s'adresse à vous. Hein. Un conseil. Ne perdez pas espoir. Rien n'est encore perdu. Tout ne fait que commencer. Soyez actifs. Soyez lucides. Soyez droits. Soyez intransigeants. Soyez fiers d'être français. Soyez certains de votre légitimité sur cette terre. C'est votre devoir. Alors, comme le disait ce caporal de mon unité, le combat de notre vie est la bataille de France. Vous voyez, il reprend ce terme de bataille de France. Préparez-vous. Éduquez-vous. Entraînez-vous. Endurcissez-vous. Apprenez des compétences sur un plan plus général. Mariez-vous, éduquez bien vos enfants, prenez soin de vos amis, agissez pour devenir un exemple pour les plus faibles et agissez en suivant l'exemple des plus forts. Et voilà la fin. Il n'y a pas de plus grand honneur pour un homme ou une femme que de défendre son sang en défendant son territoire. Soyez forts, soyez fiers, soyez français. Quand vous lisez ça, vous voyez, j'en ai presque les larmes aux yeux, parce que des gens qui ont ce courage montrent que, encore une fois, quand la situation deviendra beaucoup plus dramatique, vous pourrez compter sur des commandants comme ça. Ah, c'est évident. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que lorsque nous avons fait la lettre, lorsque j'ai fait la lettre, vous savez qu'il y a des gens d'actifs qui ont signé cette lettre et qui ont été punis. Le ministre a fait venir 15 personnes pour fouiller les 27 000 militaires que nous avions et les 61 généraux qui avaient signé, plus 100 000 civils par la suite. Parce que les civils nous ont dit, et nous, on ne peut pas signer, donc on a ouvert un deuxième front. Et c'est là où on a créé Place d'Armes, d'ailleurs. Eh bien, les 15 personnes en question, vous vous rendez compte, étaient là pour pointer chaque nom, disant, mais celui-là, il n'est pas d'actif, parce que s'il est d'actif, il faut le punir. Et j'ai eu comme ça des téléphones de gens punis qui m'ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors je leur ai dit, bon, écoutez, moi je peux vous donner un avocat, je peux vous donner un avocat, on va essayer de vous sortir de là, mais certains ont été punis. Je vais vous donner un détail, et je vous jure qu'il est vrai. Sur une brigade de gendarmerie de 20, 2 ont signé la lettre. 2 d'actives, c'est énorme. Alors que moi j'avais demandé dans la lettre, j'avais parlé des retraités, je n'avais pas parlé des gens d'actives. 2 ont signé
donc un militaire que j'ai vu, un maréchal des logis chef, et une gendarmette qui était d'origine africaine, hein, mais française. Hein. Donc vous voyez, il y en a quand même qui ont saisi la force de ce pays et qui essayent de le défendre. Eh bien, les 18 autres, ils n'ont pas signé, mais ils étaient tous d'accord. Et ils ont bien fait de ne pas signer, parce que de toute façon, 20 qui auraient pris 20 punitions, ça aurait amené quoi? Oui, ça aurait fait un peu de bruit, mais ces gens-là auraient quitté l'armée. Moi, le maréchal des logis chefs, il m'a dit, moi j'en peux plus, je quitte l'armée. Je lui ai dit non, restez en gendarmerie. Mais évidemment que si vous voulez, c'est dégoûtant. Hein. C'est exactement, dans un autre ordre d'idées, ce qui nous est arrivé le 13 mai. Hein, je ne vais pas revenir sur l'histoire de 13 mai, mais le 13 mai, nous faisons une marche, nous demandons l'autorisation, parce qu'on est encore trop cons, certainement, nous demandons l'autorisation de faire la marche, et cette autorisation, on ne l'a pas. On attend, et tous les jours, on attend, on ne l'a pas. Et puis on apprend que l'Action française, elle, interdiction. Mais elle l'a 3 jours avant. Nous, on ne l'a pas. Et on arrive au vendredi, le samedi et la marche, 16h45. Et là, j'apprends le 16h45 de vendredi que nous sommes interdits. C'est-à-dire que le temps que je téléphone à notre avocat pour lui dire il faut faire un papier pour demander au tribunal administratif de casser la décision de la préfecture de police, eh bien, il était plus de 18h. Or, les greffes du tribunal ferment à 18h. Donc, ils nous ont eu de cette manière-là. Et à partir de ce moment-là, ils nous ont fait ça. J'ai dit, bon, très bien. Je ne peux pas, à ce moment-là, je ne peux pas décemment dire à nos gens, venez. Donc, je leur ai dit, ne venez pas. Mais moi, j'ai décidé de faire, à ce moment-là, une conférence de presse. La conférence de presse, quand je suis arrivé donc, sur la place où avait lieu la manifestation, il y avait déjà un escadron de gendarmerie mobile. Donc, ils m'ont dit, non, on est désolé, mais la conférence de presse, elle ne peut pas se faire là. Bon, ben, je vais le faire dans le bistrot qui est à côté. Et on s'est retrouvés à 60, 70 dans le bistrot, il était plein. Et d'ailleurs, je dois remercier le patron de ce bistrot parce qu'il nous a remarquablement accueillis. Et j'ai fait ma conférence de presse. Sauf qu'en partant de la conférence de presse, nous étions encerclés. C'est-à-dire qu'on avait à 3 à 4 mètres de nous, on avait tous l'escadron de gendarmerie qui étaient là. Et pire, qu'est-ce qu'on a vu arriver? La Bravem. C'est-à-dire que j'avais demandé à ce qu'on ne fasse rien, j'avais été dans la légalité la plus totale, et on me met la Bravem. Bien. Alors, j'ai vu la commissaire de police que j'ai repérée, qui était très très gênée, évidemment, mais, et je lui dis, moi, j'ai un rendez-vous à CNews, il faut que je sorte. Elle me dit, venez avec moi. Et là, elle m'amène à un endroit où il y a un officier de police judiciaire, et cet officier de police judiciaire me dit, voilà, je suis dans l'obligation de vous mettre un PV. Mais pourquoi vous mettez un PV? Parce que vous avez participé à une manifestation interdite. Attendez, je ne comprends pas là. J'ai dit qu'on ne manifestait plus. J'ai été dans un café et vous... oui, mais c'est les ordres, je suis désolé. Très bien, faites-le, de toute façon, je ne la paierai pas. Donc, je ne l'ai pas payé, j'ai expliqué pourquoi je ne la payais pas. J'ai mis sur le site 60 personnes. 60 personnes ont reçu ce PV de 135 € quand même. Hein. Donc, de la même manière, je leur ai dit, voilà ce que moi j'ai écrit, inspirez-vous de ce que j'ai écrit et faites-en autant. Et c'est là où il y a eu cet épisode que certains doivent connaître, où on a vu une dame avec un de ces drapeaux tricolores, que vous avez, ces petits drapeaux tricolores que vous avez derrière, qui se baladait, et à ce moment-là, un policier lui a dit, Madame, cachez ce drapeau. De mieux voilà. en mieux. Voilà. Alors, je vais vous dire, je ne lui en veux pas parce que j'ai l'impression qu'il l'a dit, parce qu'il a reçu des ordres et qu'il était gêné de devoir peut-être lui dresser un procès-verbal. Mais voilà où on en est. Et aujourd'hui, nous refaisons une manifestation le 11 novembre, dans laquelle je vous demande de venir en nombre, hein, les amis, la famille et tout. J'ai décidé qu'on montrait avec des cars. Je vais faire de telle manière à ce que les cars soient pratiquement gratuits, c'est-à-dire
faire payer à 20 ou 30 euros, 20 euros pour les adhérents, 30 euros pour les non-adhérents, eh bien, évidemment, on me dit, mais et si on est interdit? Eh bien, cette fois-ci, je vous le dis, si on est interdit, on ira. Et moi, j'irai en tête, bravo, avec nos drapeaux. Ça, c'est une action. Avec nos drapeaux, avec les associations, parce qu'on a une vingtaine d'associations qui ont décidé de faire, aussi bien civils que militaires, qui ont décidé de participer à la marche avec nous. Je m'en fous. D'ailleurs, je vais vous dire, vous ne risquez rien. C'est en fin de compte le seul qui risque, c'est moi et celui qui est notre responsable sur l'Île-de-France, qui lui déposera le parcours. Voilà. On a décidé d'un parcours qui nous amène à un monument aux morts. On sera le 11 novembre, dans l'après-midi. On laisse le matin la cérémonie officielle, mais le 11 novembre, dans l'après-midi, on s'y sera. Et pourquoi je ne ferai rien pour arrêter si jamais on me l'interdit? Parce que quand je vois que Mme Traoré se permet de faire une manifestation, que cette manifestation est interdite et qu'elle n'en a rien à foutre, et qu'elle l'a fait quand même, et qu'on lui dit rien, eh bien nous, on a nos drapeaux et on la fera quand même. Bravo, Président, bravo. Alors, j'espère, voilà, j'espère pour vous, j'espère pour tous ceux qui sont proches de vous, dites-leur bien, 20 ou 30 euros, c'est rien. Et puis, l'intérêt d'un car, c'est pas simplement de monter. C'est que l'intérêt d'un car, c'est qu'on se côtoie, on s'apprend. Parce que vous savez, un mouvement, une association, c'est avant tout deux choses, les mêmes idées et l'amitié. Voilà. Et l'amitié, c'est important. C'est ça qui permet de dire ce mec, il est bien. Il est où? Il est à Place d'Armes? Bah tiens, je vais y aller avec lui. Voilà. J'en ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. On peut se lever parce que je crois que le Président nous a fait un discours magnifique. Merci, merci, merci. C'est un discours qui vient du cœur.